Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela ne nous aura sans doute pas échappé, les salles de cinéma n'ont toujours pas réouvert. On est donc de plus en plus nombreux à se diriger vers les plateformes, notamment vers Netflix. Si vous me suivez depuis mes premières interventions sur la chaîne Un Gardien du Cinéma, vous vous rappelez peut-être qu'à l'époque, il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, je tenais des propos assez virulents à l'encontre de Netflix. Et comme vous allez le voir, mon avis a bien évolué. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir 5 films qui m'ont fait changer d'avis sur Netflix. Il s'agira autant de productions originales Netflix que de films qui sont diffusés exclusivement sur la plateforme. C'est parti. On commence tout de suite avec Malcolm et Marie de Sam Levinson, l'une des dernières sorties d'ailleurs Netflix. Alors j'imagine bien que vous n'avez pas du tout envie de regarder pendant 1h40 un couple qui s'engueule, mais je vous rassure, Malcolm et Marie c'est bien plus que cela. C'est une véritable proposition de cinéma, c'est une immersion presque impudique dans l'intimité d'un couple qui s'apprête à voler en éclats. Et cette immersion, Sam Levinson, le réalisateur, a réussi à la rendre très juste et tout à fait passionnante. Sam Levinson s'était fait connaître il y a quelques années avec un drame familial qui s'appelait Another Happy Day, que personnellement j'avais trouvé très indigeste. Il a ensuite signé Assassination Nation, un pamphlet très déjanté sur l'Amérique 2.0 qui se caractérisait à la fois par une esthétique très léchée et qui était en même temps très provocateur. Et ce style-là, on le retrouvera ensuite dans la série Euphoria, que Sam Levinson a également signé. Dans la série Euphoria, le personnage principal est interprété par la comédienne Zendaya, que l'on retrouve dans Malcolm et Marie. Dans Malcolm et Marie, Sam Levinson change radicalement de style, puisqu'il adopte une certaine épure pour mettre en scène une histoire finalement très très simple. Un couple composé d'une comédienne et d'un réalisateur rentre d'une avant-première. Ils vont commencer à discuter, puis à se disputer. Et si cette joute verbale finalement longue de 1h40 a pour sujet centraux l'amour, le cinéma et l'amour du cinéma, finalement ces sujets vont permettre au film d'aborder toute une pluralité de thématiques. Et au final, le film, qui est très bavard, parle finalement de l'incapacité d'un couple à communiquer. C'est un film donc qui repose sur l'affrontement de 2 personnes. Et cette notion d'affrontement, on la retrouve jusque dans la forme du film, puisque c'est un film qui est construit comme un oxymore, un film qui repose sur les contraires, sur les contrastes et sur leur cohabitation. C'est un film tourné en noir et blanc, donc en pellicule, avec un gros travail sur la lumière pour créer une image tout en clair-obscur. Il y a cette opposition permanente dans les dialogues entre l'amour et la haine, entre le masculin, le féminin. Et il y a l'opposition, bien sûr, jusque dans le décor, entre l'intérieur, le huis clos et l'extérieur. Et le simple concept, en fait, du film, repose sur un contraste, puisque l'idée était de faire se confronter 2 stars hollywoodiennes, donc Zendaya et John David Washington, à une façon de faire du cinéma très artisanal, puisque le projet Malcolm et Marie a été écrit en 6 jours, tourné en 2 semaines avec très peu de moyens et une équipe extrêmement réduite au moment du confinement au printemps dernier. On est donc devant un véritable exercice de style très réussi, mais davantage que cela, je trouve que ce qui est très beau dans Malcolm et Marie, c'est que l'existence même de ce film, qui est donc né en pleine pandémie, qui est né à un moment où on ne pouvait plus faire de cinéma, l'existence même de ce film est la preuve que le cinéma, que la création cinématographique parvient toujours à se frayer un chemin. C'est beau. Et en dehors de cela, c'est la meilleure BO de l'année. Et oui, on n'est qu'en février. On poursuit avec Pieces of Woman de Cornel Mondruczó, l'histoire d'un jeune couple qui s'apprête à avoir son premier enfant. L'accouchement va mal se passer, le bébé va naître et finalement décéder très peu de temps après. Et comme l'indique le titre, Pieces of Woman, qui signifie morceau de femme, la jeune mère, le père et finalement toute la famille vont se déliter, vont littéralement tomber en morceaux suite à ce drame.
Le grand intérêt du film, c'est sa mise en scène et c'est notamment ses plans séquences. Alors le réalisateur Cornel Mondruczó, qui est hongrois, est assez coutumier du fait. Il s'était fait connaître notamment avec deux films qui mélangeaient cinéma social réaliste et cinéma fantastique. White Gods, dans lequel des chiens prenaient le contrôle de la ville de Budapest, et La Lune de Jupiter, qui, contrairement à ce que pourrait laisser penser son titre, n'est pas du tout un porno qui se passe dans l'espace. C'est un film qui traite de l'immigration en Hongrie et qui s'ouvre sur un incroyable plan séquence. D'ailleurs, le film avait été primé à Cannes. Dans Pieces of Woman, Mondruczó s'attache à un cinéma beaucoup plus intimiste. La scène marquante du film, c'est l'accouchement du personnage principal qui est donc filmé entièrement en plan séquence. Et ce plan séquence permet vraiment de montrer toute la violence et toute la beauté d'un accouchement. Je pense de mémoire que je n'avais jamais vu une scène d'accouchement aussi crue au cinéma. Après, je ne sais pas si c'est un argument de vente. Je ne sais pas si c'est un bon argument pour vous donner envie de voir le film. Alors après, le film n'est pas toujours très fin au niveau de sa symbolique, mais il est vraiment porté par un trio d'acteurs incroyables. Il y a notamment Ellen Burstyn, que l'on connaît surtout pour Requiem for a Dream et qui est ici absolument incroyable. Il y a Shia LaBeouf et il y a Vanessa Kirby. Vanessa Kirby qui a eu d'ailleurs la coupe Volpi pour ce rôle. La coupe Volpi, c'est le prix d'interprétation qui est décerné à la Mostra de Venise. Du coup, on peut dire qu'elle a ramené la coupe à la maison. Alors, est-ce qu'il faut vraiment voir ce film, Pieces of Woman, qui est certes très beau, mais qui est également aussi, c'est vrai, très sombre et très dur? J'ai envie de dire, ça dépend. Si vous recherchez sur Netflix un film pour vous divertir, ce qui est tout à fait légitime en ces temps un peu difficiles, eh bien non, n'allez peut-être pas vers Pieces of Woman, qui n'est pas vraiment un feel-good movie. En revanche, si vous attendez d'un film qu'il sublime, entre autres, des choses du quotidien, si vous attendez d'un film qui vous fasse ressentir des émotions assez fortes et assez profondes, eh bien je ne peux que vous conseiller Pieces of Woman. Et si vous voulez Shia LaBeouf mais que vous ne voulez pas ressentir trop d'émotions, bah vous pouvez regarder Transformers. Du coup, voilà. Du coup, vous aurez les deux. Ouais. En troisième, je vous conseille Les 7 de Chicago, réalisé par Aaron Sorkin, qui était initialement le scénariste de Steve Jobs, The Social Network, et le stratège, entre autres. Alors normalement, rien qu'à l'évocation du nom de Sorkin, on se doute que les dialogues du film, que les dialogues des 7 de Chicago vont être d'une grande qualité, mais également extrêmement denses, et c'est le cas. Le film s'ouvre sur une séquence en montage alterné qui permet de présenter les différents protagonistes, à savoir 7 personnes qui seront jugées pour avoir participé aux émeutes de Chicago contre la guerre du Vietnam en 68. Et cette première séquence, a un rythme totalement effréné qui donne clairement le ton du film. C'est un film qu'il faut mieux regarder en forme, je vous le cache pas. Les 7 de Chicago, c'est un film de procès, un genre qu'affectionne particulièrement, on le sait, le cinéma américain. Mais heureusement, Aaron Sorkin trouve le moyen de sortir du huis clos en alternant les scènes dans le tribunal qui sont parfois un petit peu répétitives, c'est vrai, avec des flashbacks des manifestations qui sont elles-mêmes entrecoupées d'images d'archives. Et le résultat est tout à fait percutant. On passe maintenant à un tout autre registre avec My Octopus Teacher, intitulé en français La sagesse de la pieuvre de Craig Foster, qui est un documentaire animalier. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouve à pleurer devant un film dont le personnage principal est un poulpe, et pourtant, et d'ailleurs apparemment je ne suis vraiment pas la seule à qui ça arrivait devant ce film. C'est un documentaire animalier qui pour le coup est sorti il y a plus longtemps que les films de ma sélection et qui raconte comment un cinéaste passionné de plongée en apnée va rencontrer dans les fonds marins d'Afrique du Sud une pieuvre et devenir ami avec. Alors il va au fur et à mesure apprendre à connaître cette pieuvre et réaliser à quel point l'intelligence de cette espèce dépasse tout ce que l'on imagine et il va créer une véritable relation amicale, quasi amoureuse, avec elle. Le sujet du film, au fond, et c'est ça qui est très intéressant, c'est la relation d'amour, de confiance et d'échange
que l'humain devrait entretenir avec la nature. C'est vraiment de cela, au fond, dont parle le film. Ce qui est amusant dans le film, et c'est aussi ce qui fait que le film fonctionne très bien, c'est qu'il est vraiment construit comme un film romantique, comme une histoire d'amour avec la première rencontre entre le cinéaste et la pieuvre, les doutes, les déceptions, la séparation, les retrouvailles, et ça marche très bien. Alors le film peut parfois avoir un petit côté un petit peu mièvre, dans le sens où le storytelling est vraiment mis en avant, c'est parfois un petit peu trop scénarisé, les émotions également du cinéaste sont parfois un poil trop mise en avant, mais le plus important, eh bien, c'est que cela reste un documentaire animalier qui est très bien fait. D'ailleurs, il a quand même mis 10 ans avant d'être finalisé. Les images sont juste absolument somptueuses, et c'est un documentaire animalier eh bien, qui s'affranchit totalement des codes justement de ce genre cinématographique-là, puisque normalement les documentaires animaliers sont préparés très en amont, c'est-à-dire que les réalisateurs apprennent à connaître l'espèce qu'ils vont filmer avant d'aller sur le terrain, et une fois sur place, eh bien, ils restent à distance de leur sujet pour le filmer. Ici, Craig Foster, il fait complètement l'inverse, puisqu'il découvre l'animal au fur et à mesure, et qu'il ne reste pas en retrait du tout, puisque on assiste même à des câlins entre humains et poulpes. D'ailleurs, il y a cette scène absolument déchirante, dans laquelle la pieuvre tend son tentacule, pendant que Craig Foster tend son bras, et les deux finalement se touchent. Si ça vous rappelle un film de Steven Spielberg, c'est normal. Cette scène est absolument magnifique, et ça n'est vraiment pas la seule du film. Je ne peux que vous recommander ce documentaire animalier qui ne ressemble à aucun autre. Et pour terminer, un faux documentaire, cette fois réalisé par les créateurs de Black Mirror. Mort à 2020, c'est un documentaire, comme on dit, à l'humour vraiment très grinçant, très caustique, dans lequel tout le monde en prend pour son grade, et qui propose eh bien, une sorte de rétrospective de tous les événements à la fois absurdes et inédits qu'on a pu vivre en 2020. Alors attention néanmoins, parce que ça n'est pas réellement, comme annoncé, un film qui parodie les événements advenus en 2020, mais surtout un film centré sur les événements qui sont advenus aux États-Unis en 2020. Ce qui signifie que, eh bien, si vous ne vous intéressez pas de près à la politique américaine ou aux médias américains, vous risquez fort de passer à côté des références et donc à côté de l'humour du film. Par exemple, il y a un moment question de la juge Ruth Bader Ginsburg, qui était une juge progressiste, féministe, qui a beaucoup œuvré pour le droit des femmes et qui est décédée l'année dernière. Je pense malheureusement que peu de personnes en France connaissent son nom. Et comme ce documentaire ne cherche pas à analyser les événements, mais plutôt à faire de l'humour, à rebondir sur les événements de 2020 pour faire de l'humour, si vous n'avez pas les références, vous passez à côté de l'humour du film, ce qui est un petit peu dommage. Après, Mort à 2020 vaut également le détour pour ces acteurs incroyables. Samuel L. Jackson, bien sûr, mais également Christine Milioti, qu'on avait découvert dans How I Met Your Mother, et Hugh Grant, qui n'a juste jamais été aussi drôle, je pense. Voilà, c'était mes recommandations Netflix, c'était les 5 films qui m'ont fait changer d'avis sur cette plateforme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà vu les films, n'hésitez pas également en commentaire à me conseiller vos films Netflix préférés, et je vous dis à très vite. Voilà, c'était ta première vidéo, tu t'en es très bien sorti. On est donc devant un véritable exercice de skill. On est devant concentration. Ah oui. Oui. Oui, pardon.